Vidéo sur la communication nerveuse le long des neurones. La communication nerveuse le long des axones des neurones est de nature électrique. On peut observer qu'il existe une différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur d'un neurone. Si on utilise des électrodes des micro-électrodes que l'on va placer à l'intérieur d'un axone et une autre que l'on va placer à l'extérieur, donc vous avez ici l'axone, la membrane donc plasmique ici, donc avec ces micro-électrodes, on va pouvoir enregistrer avec l'aide d'un oscilloscope une différence de potentiel de moins 70 millivolts. Cette différence de potentiel est appelée le potentiel de repos d'un neurone. Il est dû à une différence de répartition des charges entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est lié à des déplacements d'ions. Alors que se passe-t-il lorsqu'un message est conduit le long d'un axone? Ici, nous avons une expérience dans laquelle on va réaliser des stimulations au bout d'un axone et enregistrer à l'aide du même dispositif que précédemment, c'est-à-dire une microélectrode à l'intérieur, une microélectrode à l'extérieur, l'activité électrique qui se passe entre ces deux éléments, donc le long de la membrane de l'axone. On va réaliser dans cette expérience des stimulations d'intensité croissante. Donc ces stimulations, on appelle ça aussi des stimuli. Donc au premier stimuli, qui a une intensité relativement faible, on va remarquer qu'il y a une petite modification des charges au niveau de la membrane avec une augmentation de la différence de potentiel. Si on augmente l'intensité, cette variation augmente légèrement. À partir de la simulation d'une intensité 4, on remarque que là, on a une très grande modification du potentiel transmembranaire. Si on augmente à partir de cette intensité 4 encore, donc intensité 5, intensité 6, cette modification est la même. Alors, cette modification ici, on appelle ça un potentiel d'action. Alors, comment se propage un potentiel d'action? Si l'on regarde un neurone et que l'on place des électrodes, comme on a encore vu depuis tout à l'heure les deux autres expériences, à des endroits différents et qu'on enregistre ce qu'il se passe après avoir fait une stimulation suffisante, c'est-à-dire au-delà de l'intensité 4 comme on a vu dans l'expérience précédente, on va observer des potentiels d'action tout le long de cet axone. C'est-à-dire que le potentiel d'action se propage le long de l'axone. Si on fait la même expérience avec une simulation d'ordre 1, 2 ou 3, on verra que la petite variation qu'on observe ici va disparaître le long de l'axone, c'est-à-dire qu'il ne va pas atteindre. Donc c'est comme si il n'y avait pas eu de message. Donc qu'est-ce qu'on peut dire du déclenchement de message grâce à une stimulation? Eh bien, il faut un minimum de stimulation, c'est-à-dire il faut atteindre un certain seuil, ici le 4. Une fois que la stimulation est suffisamment forte et qu'elle atteint ce seuil, elle va déclencher un potentiel d'action. Si cette stimulation est en dessous du seuil, il n'y a pas de déclenchement de potentiel d'action. C'est ce qu'on appelle la loi du tout ou rien. Donc soit la stimulation est suffisante et on a un potentiel d'action, soit elle est insuffisante et nous n'avons pas de potentiel d'action. Alors que peut-on dire des potentiels d'action? Comment c'est fait? À quoi ça ressemble? Donc un potentiel d'action, donc on part d'un potentiel de repos à moins 70 millivolts. Il y a une stimulation suffisante qui commence à entraîner ce qu'on appelle une dépolarisation, c'est-à-dire une modification du sens de la polarisation. Si la stimulation est suffisante, donc on a ce grand déclenchement, dépolarisation jusqu'à 35 millivolts ici. Et ensuite, on a une repolarisation de la membrane jusqu'à avoir même une hyperpolarisation, c'est-à-dire qu'elle devient encore plus négative, et un retour à la normale.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'action. Il est unique, toujours le même, c'est-à-dire que c'est exactement la même intensité, la même dépolarisation, la même repolarisation, la même hyperpolarisation. Alors du coup, comment on peut coder dans un message nerveux la force du stimulus? C'est-à-dire, si ce n'est pas la taille de la dépolarisation qui change, comment on peut envoyer une information si c'est plus ou moins important? Donc là encore, des expériences ont été réalisées. Donc vous voyez, ici on a l'intensité de la stimulation. 1, 2, 3, qui va croissante. Et en même temps, on va mesurer la différence du potentiel transmembranaire, c'est-à-dire à travers la membrane. Donc avec une intensité de stimulation 1, on voit qu'il y a une toute petite réaction et qu'il n'y a pas de potentiel d'action. Donc là, on n'a pas atteint un seuil, loi du tout ou rien, il n'y a rien. L'intensité 2 déclenche des potentiels d'action. Donc là, on a passé le seuil, on a un déclenchement du potentiel d'action. Intensité 3, là encore, on a des potentiels d'action. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'avec une intensité moyenne ou une plus forte, ce qui change, c'est le nombre de potentiels d'action au cours du temps. C'est-à-dire que finalement, plus l'intensité sera forte, plus il y aura de potentiel d'action envoyé, moins l'intensité est forte, moins il y a de potentiel d'action envoyé. Donc l'intensité du message est codée en fréquence de potentiel d'action.